On a donc interverti l'ordre de passage. Nous écouterons Mathias Couturier en dernier. Et pour le moment, pour l'heure, on va écouter Anne-Sophie Denol, donc maître de conférence en droit public à Nîmes, nous parler de la réparation du préjudice environnemental. Ah oui. Et oui, je suis la seule intervenante qui n'a pas fait de PowerPoint. Donc je ne vous diffuserai pas d'image de fait de la série. Oui, c'est pas plus mal, effectivement. Alors, évidemment, je tiens à remercier donc les organisatrices et Samuel et toi pour m'avoir invité à participer à cette belle manifestation originale où il y a peu d'universités finalement qui se prêtent à ce type d'organisation, mélanger la culture, le droit avec une ouverture d'esprit, donc c'est très agréable. Et puis évidemment, ça m'a permis de découvrir la fameuse série Tchernobyl, dont à l'époque, en été, quand Samuel m'a contacté, je n'en avais pas connaissance du tout. Pourtant, j'avais depuis peu travaillé un petit peu sur la question nucléaire. Et donc, je me suis livrée au visionnage de la série Tchernobyl. Et j'avoue, alors je ne sais pas si certains ont eu l'opportunité de la voir, et en tout cas parmi les conférenciers, je pense que oui. Mais moi, j'ai eu ce sentiment, à chaque fois que je regardais la série, pour connaître finalement de Tchernobyl pas grand-chose, hormis le fait que c'était une catastrophe d'envergure en matière nucléaire, de me dire, mais c'est pas possible. Ça s'est pas passé comme ça. Ah oui. Mais c'est là, je n'arrivais pas trop à le... Ah, voilà, merci. Et à chaque fois qu'il y avait une information qui était divulguée dans la série, je me disais, c'est fictionnel, c'est la fiction, ça n'a pas pu se dérouler comme ça, c'est quand même pas ces erreurs comme ça, c'est pas une catastrophe d'une telle ampleur, c'est pas autant de liquidateurs qui sont morts pour nous sauver la vie, c'est pas possible. Et puis finalement, à chaque fois, à chaque fin de série, j'allais vérifier les données qui étaient livrées dans la série et je m'apercevais que très fréquemment, eh bien, si c'était la réalité de la catastrophe telle qu'elle s'était produite qui m'était donc donnée à voir dans cette série. Donc effectivement, c'était très effrayant et on l'a vu déjà avec les deux interventions précédentes qui ont révélé tous les dysfonctionnements en matière d'information et d'obligations de sécurité. Alors, je ne vais pas trop faire une comparaison finalement entre la série et la réalité parce que moi, je vais essayer de m'intéresser à, lorsqu'une catastrophe nucléaire se produit, comme à Tchernobyl, quelle est donc l'étendue du dommage environnemental, quelle est l'étendue des atteintes portées à la nature, et surtout, comment on a prévu d'y remédier. Alors juste, je vais quand même partir de propos du professeur Legasov, dont on a déjà beaucoup parlé, qui est donc physicien nucléaire, qui est donc le personnage principal de la série et qui a réellement existé. Et il a dit à un moment donné... Donc la catastrophe s'est produite et puis il est convié devant le comité central exécutif de l'URSS face à Gorbatchev pour évoquer un peu l'étendue de la catastrophe. Et il dit ces mots, tout simplement, il dit « Les vents disperseront les particules radioactives sur tout le continent et les pluies les feront retomber. Cela va conduire à une pollution de l'air que nous respirons, de l'eau que nous buvons et des aliments que nous mangeons. Ces particules seront dangereuses pour la plupart pendant 100 ans, certaines le resteront pendant 50 000 ans. » Eh bien, là encore, malheureusement pour nous, mais les propos du professeur Legasov ne sont pas purement fictionnels et s'avèrent être donc une certaine réalité qui se reflète d'ailleurs dans la zone d'exclusion dont on a parlé tout à l'heure, qui est la zone aux alentours de 30 km donc de la centrale, autour de laquelle il n'y a plus de vie possible, animale, végétale, humaine, tellement la pollution est d'ampleur. Alors, de fait, en 1986, on a cette catastrophe. 33 ans plus tard, on se dit, aujourd'hui, si on était amené à connaître de nouveau une catastrophe nucléaire, ce qui est possible. Regardez Fukushima, on l'a évoqué aussi tout à l'heure avec la possibilité des risques naturels. Eh bien, on sait que... C'est bon? Ah, d'accord. Mais sinon, je peux appuyer un peu dessus? Ouais, c'est bon comme ça? Bon, décidément. Voilà, là, ça devrait aller. OK.
On le sait, en tout cas, une autre catastrophe nucléaire est possible, hein, c'est envisageable. Comme je vous l'ai dit, il y a eu Fukushima lié à des événements naturels. Donc tout est encore possible. Évidemment, on espère que cela ne va pas se produire, mais si cela se produit, qu'est-ce que le droit a prévu pour réparer les dommages à l'environnement? Comment on va réparer la nature et les dégâts causés à la nature, à l'air que nous respirons, comme dirait le professeur Legasov, à la terre que nous cultivons, aux aliments dont nous sommes amenés à consommer? Eh bien, je vais vous raconter à mon tour une histoire catastrophique, une histoire juridique catastrophique, puisque, eh bien, sachez qu'aujourd'hui, il n'est rien prévu pour réparer les dommages à la nature et à l'environnement liés à une catastrophe nucléaire. Comment est-ce possible? Eh bien, je vais essayer de vous expliquer comment ça a été possible. Bien d'abord, commençons par le commencement. En principe, quand on crée des dommages à qui que ce soit, on a un système de responsabilité qui existe quand même. On l'appelle le système de responsabilité civile. Je cause un dommage à autrui ou à ses biens, je suis tenu de le réparer. Mais quand on cause un dommage à la nature, la nature, elle est désincarnée. Personne ne représente la nature ou l'environnement. Donc le mécanisme classique de responsabilité civile, il ne peut pas fonctionner, parce qu'il oblige personne à réparer les dommages causés à cette entité abstraite qu'est la nature, qu'est l'environnement. Conscient un peu de ce manquement de réparation de la nature et de l'environnement qui peut être lié à de multiples activités dangereuses pour l'environnement, au-delà même du nucléaire, dans les années 2000, il y a une directive qui est prise au niveau de l'Union européenne et qui dit qu'il faut impérativement qu'on mette en place un système de responsabilité environnementale, de telle sorte que l'exploitant d'une activité dangereuse devra, à un moment donné, restaurer l'environnement, réparer la nature s'il la dégrade. Donc l'Union européenne, dans les années 2000, met en place un système de responsabilité environnementale des exploitants d'activités à risque pour l'environnement. Ça va se traduire en France par une loi en 2008, mais la directive de 2004, comme la loi de 2008, vont exclure de leur champ d'application les activités à haut risque pour l'environnement et qui sont régies par des conventions internationales. C'est le cas du nucléaire. Donc la directive de 2004, la loi de 2008, qui prévoit un système ambitieux de responsabilité environnementale, ne s'appliqueront pas aux catastrophes nucléaires. On s'est dit donc, a priori, en plus on a compris la logique de la directive de 2004, il s'agit de dire, là on est face à des risques tellement graves, potentiellement pour l'environnement et la nature, qu'on ne peut pas les soumettre au régime de droit commun prévu par la directive. Il va falloir finalement plus d'ambition. Donc on va laisser ça au rôle des conventions internationales qui déjà existent dans le domaine du nucléaire. Donc on s'attend à avoir un régime encore plus protecteur. Eh bien, il n'en sera rien. En nucléaire, on a une première convention internationale qui date de 1960, qui est la convention de base de Paris, qui vient poser, on va dire, les bases, justement, du régime de responsabilité dès lors qu'une catastrophe nucléaire se produit. Et à l'origine, évidemment, dans les années 60, donc bien avant la catastrophe de Tchernobyl et de Fukushima, on n'envisageait pas forcément les questions de protection de l'environnement et de la nature. Donc, on avait envisagé uniquement de réparer les dommages corporels, les dommages, on va dire, faits à l'homme directement. Mais quand même, parallèlement à la directive de 2004, dans la sphère internationale, on commence un petit peu, on va dire, à prendre les choses au sérieux, et un protocole additionnel, donc la même année, en 2004, est élaboré pour justement mettre en place, à l'échelle des accidents nucléaires, une protection environnementale. Pour dire que finalement, si on a un accident nucléaire, il va falloir quand même que l'exploitant répare les dommages causés à la nature, pour essayer de restaurer, si c'est quand même possible, parce que ce n'est pas forcément évident de restaurer l'environnement, de faire réapparaître des espèces disparues, etc., mais tout du moins de tenter de restaurer l'environnement dégradé. Et donc ce protocole de 2004, on se dit, bon, bah, très bien, finalement, on s'inspire de la directive et on le met en place à l'échelle des catastrophes nucléaires. Mais ce protocole de 2004 n'est toujours pas entré en vigueur. Et c'est là que le bas blesse, du coup, parce que nous n'avons pour l'instant qu'une convention qui date de 1960, qui ne
conçoit pas, qui ne prend pas en compte la réparation des dommages nucléaires à la nature, à l'environnement. Alors pourquoi cette convention, le protocole additionnel à la convention de 1960 n'est pas entré en vigueur? Eh bien, c'est un peu particulier, mais si vous voulez, il est prévu que pour que ce protocole entre en vigueur, il faut que les États membres, notamment de l'Union européenne, aient déposé de manière simultanée les instruments de ratification. Donc il faut qu'ils aient tous ratifié dans leur pays la convention et qu'ils déposent de manière simultanée ces instruments de ratification. Or, on a certains pays de l'Union européenne, membres de la Convention de Paris de 1960, qui n'ont toujours pas ratifié le protocole. Il s'agit notamment de l'Italie et de la Belgique. Comme eux n'ont pas ratifié, eh bien nous, en France, on ne peut toujours pas prétendre à une ratification, on va dire, officielle. Donc on l'a fait, on l'a ratifié, mais le protocole ne peut pas entrer en vigueur parce qu'il n'y a pas cette simultanéité des dépôts des instruments de ratification à l'échelle de l'Union. Donc nous voilà paralysés. Alors, d'un autre côté, on pourrait aussi se dire, mais est-ce que la France n'aurait pas pu être ambitieuse et puis finalement traduire quand même dans son code de l'environnement les obligations du protocole de 2004? Oui, elle aurait pu le faire, mais elle ne l'a pas fait. Donc la France n'a pas pris les devants pour organiser une réparation des potentiels dommages nucléaires à l'environnement. Elle a tout de même pris un petit peu d'avance en se disant « je vais prévoir une partie du Code de l'environnement où je vais détailler la future régime de responsabilité qui va s'appliquer en attendant que le protocole entre en vigueur ». Donc on a quand même une partie, donc si vous voulez, on a dans l'item responsabilité en matière environnementale, en cas de catastrophe nucléaire, on a donc une partie du Code de l'environnement qui nous dit pas grand-chose finalement, puisqu'il ne se passe rien avant l'entrée en vigueur du protocole, et une autre partie qui est dédiée à l'entrée en vigueur du protocole. Donc on sait quand même qu'est-ce qui va être mis en place pour restaurer l'environnement en cas de catastrophe nucléaire dès lors que le protocole sera entré en vigueur. Donc on a quand même des indications sur les bienfaits, entre guillemets, du protocole de 2004. Donc on peut se livrer à une analyse pour savoir si justement on déroge au droit commun, ce fameux régime de responsabilité environnementale qui est fixé par la directive de 2004, de manière ambitieuse. Est-ce qu'on a bien pris en compte la mesure des risques d'une catastrophe nucléaire sur l'environnement? Eh bien, là encore, malheureusement, comme tous les conférenciers qui ont parlé avant moi, on va être déçus. Puisque on s'aperçoit que la protection qui est mise en place pour réparer les dommages nucléaires à l'environnement est assez faible. D'une part, il y a, si vous voulez, une limite temporelle et pécuniaire qui va être fixée à la responsabilité environnementale de l'exploitant. C'est-à-dire qu'en cas donc, de catastrophe nucléaire, on ne pourra intenter et demander réparation pour les dégâts causés à l'environnement, pour tenter une restauration de l'environnement, que dans un délai de 10 ans à compter de la catastrophe. 10 ans, c'est infime. Et c'est très faible, étant donné, en plus, le long terme de la radioactivité. Comme on le voit encore aujourd'hui, la zone d'exclusion, donc 33 ans après à Tchernobyl, est toujours hautement contaminée. Et il y a des particules nucléaires qui, a priori, vont faire ressortir aussi leur radioactivité de manière exponentielle après un certain nombre d'années. Donc la radioactivité est une toxicité, si on peut dire, qui se fait sur du long terme. Donc 10 ans, c'est quand même très court. Et c'est d'autant plus court que le régime de droit commun, la directive de 2004 qui s'applique aux autres activités à risque pour l'environnement, les installations classées pour la protection de l'environnement, eh bien, elle prévoit un délai de forclusion de 30 ans. Donc la directive de droit commun est plus ambitieuse que le régime applicable donc, en cas de catastrophe nucléaire, alors qu'on sait que les dégâts causés à l'environnement seraient quand même potentiellement hautement plus graves. Donc déjà, un délai pour intenter des demandes en réparation qui est très court et peu adapté finalement à la longévité des radiations.
Enfin, ce mécanisme de responsabilité environnementale dédié aux catastrophes nucléaires apparaît comme étant décevant, notamment du fait qu'il impose donc, on va dire, une limite en termes pécuniaires de ce qu'on peut demander à l'exploitant. Le protocole de 2004 nous dit l'exploitant est tenu de participer à la réparation des dommages causés à l'environnement au moins à hauteur de 700 millions d'euros. Au moins à hauteur de 700 millions d'euros. Et la France a fait le choix de choisir cette base minimale comme la seule base d'indemnisation que l'on puisse demander à l'exploitant. Donc c'est 700 millions d'euros maximum que l'on peut demander à l'exploitant. Il y a d'autres États qui ont fait le choix, quant à eux, de retenir une responsabilité illimitée du point de vue pécuniaire de l'exploitant. C'est le cas notamment de l'Allemagne et de la Suisse. Donc nous, on est vraiment très en bas. 700 millions d'euros, vous le verrez tout à l'heure quand je vais vous donner les chiffres évalués par l'IRCN, donc l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, qui nous dit à peu près combien s'élève le montant d'une catastrophe nucléaire. Vous allez voir, c'est dérisoire, 700 millions d'euros. Alors pour pallier quand même ce déficit ou cette limitation pécuniaire de participation de l'exploitant à la réparation des dommages nucléaires à l'environnement, eh bien le protocole nous dit qu'il est possible que l'État pallie un peu ce manquement de la participation de l'exploitant et participe lui-même à financer la réparation des dommages nucléaires à l'environnement. L'État donc peut apporter une contribution à hauteur de 500 millions d'euros. C'est ce que prévoit donc nous le Code de l'environnement une fois que le protocole sera entré en vigueur. Et puis on peut aussi encore, mais là c'est la participation, donc c'est nos impôts évidemment qui participent à réparer le dommage dont on est aussi les principales victimes. Et puis il est possible aussi de demander l'aide des autres États membres de la communauté internationale qui, eux, pourront participer à hauteur de 300 millions d'euros. Au total, ça fait 1,5 milliard d'euros qu'on peut recueillir, utiliser pour tenter de réparer les dommages nucléaires à l'environnement. Et c'est là que vous allez voir que cette somme apparaît hautement dérisoire parce que il ressort d'une étude de l'IRCN, donc l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, qui date de 2013, donc qui n'est pas non plus d'une grande actualité, mais dont on peut estimer que les chiffres sont encore à peu près, eux, d'actualité, qui nous dit qu'une catastrophe moyenne nucléaire, donc d'ampleur moyenne, aurait des effets en termes de dommages, tout mélangé, dommages à l'environnement, dommages corporels, tous les dommages inimaginables possibles que peut avoir une catastrophe nucléaire. Donc l'ensemble du montant des dommages est de 120 milliards d'euros. 120 milliards d'euros. 120 milliards d'euros, donc, qu'il faudrait pouvoir mobiliser pour tenter de réparer l'étendue des dommages d'une catastrophe nucléaire d'ampleur moyenne. Nous, en France, d'ampleur moyenne. Nous, en France, on met en place un système de réparation des dommages, notamment nucléaires à l'environnement, qui ne pourra s'élever qu'à 1,5 milliard. Donc vous voyez qu'on est quand même bien loin de l'argent qu'il est nécessaire de mobiliser pour donc réparer les dommages nucléaires. Donc je pense que je peux globalement m'arrêter là. Je vous en ai peut-être déjà dit un petit peu assez. Ce qui, je trouve, est peut-être... ce qui est choquant, c'est que d'abord, évidemment, le protocole de 2004 ne soit toujours pas entré en vigueur, que la France n'a pas osé prendre les devants pour mettre de manière anticipée en application donc, les dispositions du protocole de 2004, que leur application reste donc en suspens aujourd'hui, et puis aussi le contenu de ce régime de responsabilité qui va être amené à s'appliquer, qui finalement est décevant parce que, alors qu'on aurait pu s'attendre à ce que le régime soit plus ambitieux que le régime de droit commun, parce que justement on l'a fait déroger au droit commun parce qu'on dit que les risques sont potentiellement bien plus graves pour l'environnement et la santé, et finalement il est moins ambitieux. Donc on est forcément déçu du résultat, et il n'y a plus quand même à espérer aujourd'hui que le protocole de 2004 rentre très rapidement en vigueur, au cas où, si on peut dire, on était amené à connaître, je ne l'espère pas, une nouvelle catastrophe nucléaire.
Voilà, je vous remercie de votre attention. Bien. On va tous mourir et on va être très mal indemnisés en plus. C'est ça le...